Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce 12e déjà épisode du Ragging Fire Club, un épisode qu'on sort en plein milieu de l'été et pour une bonne raison, puisqu'on va vous parler de Soi Chang, et pour le faire je suis bien sûr accompagné de mes deux amis de toujours, Paul Gossem et Max Pereira. Comment ça va les gars ? Salut à tous, ça va très bien, très heureux de parler de cette bombe avec vous, et puis voilà, on a plein de choses à dire, on va revenir un peu sur la carrière de Soi Chang aussi, et sur Mad Fate, donc c'est très très cool. Je suis très heureux de parler de ça avec vous les gars. Ouais, salut à vous deux, salut à tous ceux qui nous écoutent. Pareil, ravi de parler de ce sujet, en plus qui fait l'actu, puisque on a quand même eu 2 films de Soi Chang cet été, puisqu'on a eu Mad Fate qui est sorti en juillet, et puis on a City of Darkness qui sort en août. Et donc c'était un peu l'été Soi Chang, donc on s'est dit que c'était un peu l'occasion de parler du bonhomme, et puis de revenir un peu plus en détail sur ces 2 films-là. Donc, très content de pouvoir parler de ce, comme disait Max, ce dernier grand monstre du cinéma hongkongais. Comment est-ce qu'on aborde sa carrière ? Déjà, est-ce que vous vous souvenez du premier film de Soi Chang que vous avez vu ? Le premier film de Soi Chang que j'ai vu, non. Je pourrais pas te dire c'était lequel le premier. Non. Ok. Et toi, Max ? Moi, je pense que c'est Dog Beat Dog qui met quand même bien l'ambiance, parce que bon, c'est quand même un de ses films les plus personnels au niveau de ce que ça raconte, au niveau de de son identité, on va dire, cinématographique, hein, côté mettre en avant des marginaux, un univers très violent, très crasseux, voilà, années 2000, hein, réalisateur des années 2000. Voilà, moi j'avais vu aussi Coq de combat un peu dans la foulée, des films un peu comme ça. J'aime bien les films plutôt enragés et un peu énergiques du bonhomme. J'avais vu aussi Accident, voilà, je les avais un peu découverts coup pour coup là, ces films des années 2000 à Soi Chang. Mais je crois que Dog Beat Dog ça a dû être le premier, ou en tout cas ça a été le plus marquant comme ça, qui m'a marqué tout de suite quand je l'avais vu. J'avais vu l'identité du bonhomme tout de suite. C'était un peu ça qui m'avait marqué à l'époque. Ouais, Soi Chang, c'est un peu on va de toute façon dans cette émission parler de Johnny To, de ces gens-là, mais c'est un peu des gens qui, parce que on va voir que leurs carrières sont liées de façon très précise, mais c'est un peu des gens qui sont arrivés un peu à la période compliquée du cinéma hongkongais, hein, c'est-à-dire fin des années 90, début 2000. Il y avait la rétrocession, on savait pas trop comment on allait faire et tout, donc c'est un réalisateur qui a toujours fait ses films un peu dans la douleur, quoi. C'est-à-dire ça a toujours été un peu compliqué à monter. Ça, c'est un grand réalisateur qui arrive malheureusement peut-être pour une grosse partie du public qui n'aura pas réussi à découvrir. Surtout que parfois il est difficilement identifiable, parce que on va voir que Soi Chang il a fait plein de choses différentes. C'est quelqu'un qui est arrivé un peu malheureusement à la mauvaise période. Il serait arrivé 10 ans plus tard. Je pense qu'aujourd'hui on en parle 10 ans plus tôt, excusez-moi. Je pense qu'aujourd'hui on en parlerait encore différemment.
Là, on va pouvoir en parler un peu plus. Il a quand même fait ces dernières années 3 très grands films. Et donc, le regard sur Seo Chang est en train un peu de changer. Et c'est tant mieux. Je pense qu'il va encore changer quand les gens vont découvrir City of Darkness. Et donc, c'est un metteur en scène très particulier qui conjugue en lui plein de trucs du cinéma hongkongais, mais en même temps qui a vraiment son atypisme et sa particularité. Alors autant dans les thèmes, autant dans la façon de les traiter, autant dans les visuels. Enfin voilà, Seo Chang, c'est quelqu'un de très très intéressant. Pour retracer brièvement, il est né en... Alors moi, comme date, j'ai trouvé juillet 72, mais il y a aussi des sites qui mentionnent janvier 72. Bon, on est sûr de l'année, peut-être un peu moins du mois précis. Il est né à Macao et il est arrivé à Hong Kong à l'âge de 11 ans. Il s'est installé avec sa famille dans le quartier de Sham Shui Po, quartier assez populaire, que j'aime bien, que tu dois bien connaître aussi, Max, je pense. Pareil, ouais, carrément. Et après le lycée, il savait pas trop dans quelle branche s'orienter. Il était un peu fasciné par le dessin, de ce que j'ai lu, et il cherchait quelque chose dans cette voie avant de trouver un poste en tant qu'assistant réal pour plusieurs grands noms du cinéma hongkongais, notamment Johnny To. Il a aussi été assistant réal pour Wilson Yip, et je crois qu'il a aussi travaillé avec Ringo Lam. Ouais, en fait, il commence à travailler en 95 sur The Adventurers. Il devient l'assistant réalisateur de Ringo Lam, et il a souvent dit d'ailleurs dans pas mal d'interviews que Ringo Lam aura été un de ceux, avec Johnny To bien entendu, qui auront le plus influencé sa carrière, que lui il a pris une des plus grosses claques de sa vie avec City on Fire, et que c'était Ringo Lam, c'est quelqu'un de très important dans ses influences, et ça se voit même dans sa manière de filmer Hong Kong. Alors il le filme pas de la même manière que Ringo, mais il en ressort quand même cette espèce de fascination, répulsion pour cette ville, qui sont propres à ces deux réalisateurs. Donc ouais, lui, il arrive à 11 ans à Hong Kong, donc c'est un exilé, c'est un immigré à Hong Kong. Il vient de Macao. Il fait ses études dans des collèges chrétiens. C'est un chrétien, parce qu'à la base, lui, il est de Macao. Il est de nationalité macao-portugaise, et donc il dira qu'il va dire souvent d'ailleurs que, on va y revenir parce qu'il en parle dans ses films de ça, mais il dira souvent qu'il a mis très longtemps à se sentir hongkongais, qu'il s'est senti très longtemps comme un étranger à cette ville. Même après 20 ans de vie là-bas. Au départ, lui, il rentre à 19 ans dans l'industrie cinématographique. Il sert un peu de garçon de plateau sur des séries télé, des choses comme ça. Donc en 92, le premier film qu'il va faire, c'est Raised by an Angel, où il est acteur dedans, parce qu'il a quand même fait pas mal d'apparitions en tant qu'acteur. Des petits rôles par-ci par-là. Le dernier dont je me souviens, c'était dans Kung Fu Jungle, où il fait le directeur de la prison. Donc il fait comme ça des petites apparitions aussi, et il va travailler sur un film avec Francis Hong qui s'appelle Raised by an Angel, et de là il est repéré un peu, il commence à rentrer dans le circuit, et donc il va commencer à être l'assistant réalisateur de pas mal de gens. Il va le faire pendant très longtemps, ça va donc beaucoup lui servir pour sa carrière d'après en tant que réalisateur. Donc bien sûr, il va bosser avec Ringo Lam, il va bosser avec Wilson Yip, bien entendu, qu'il va rencontrer quand il va intégrer la TVB. C'est là qu'il va rencontrer Wilson Yip et qu'il va le suivre. Il va bosser avec Wong Jin, enfin voilà, et il sera assistant réalisateur sur le Black Mask de Daniel Lee. Enfin, il va faire quand même pas mal de choses quand même assez importantes et qui ont marqué. Il va participer à pas mal de projets avant lui-même de s'essayer à la réalisation. Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait son trou de manière très traditionnelle, on va dire, très classique en fait. Il a commencé à faire son trou dans les années 90 et par contre c'est vraiment un réalisateur des années 2000, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le découvrent aujourd'hui avec Limbo, et en fait c'est un réalisateur qui est là depuis très longtemps. C'est presque un vieux réalisateur quelque part aujourd'hui. Enfin, il officie depuis très 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 longtemps. Donc c'est important de remettre aussi ça dans le contexte aussi. Non, il a fait son premier film en 99, je crois.
Ouais, Big Head Monster, je l'avais vu d'ailleurs ce film-là, un film, une espèce de film d'horreur qui était pas mal du tout dans mon souvenir. C'est pas mal du tout. Comment ça s'appelait déjà? Horror Hotline, Big Head ouais. Monster. Ouais, c'était un truc un peu barré, mais un film d'horreur assez premier degré par moment, ouais, ce qui est assez rare en fait à Hong Kong. Il faut toujours mettre de la comédie un peu partout. Là, c'était un peu plus premier degré. Je crois qu'il y avait Francis à l'intérieur. Oui, c'était assez cool pour un. Je crois que je sais plus, c'est son premier ou son deuxième film. Selon ce que j'ai trouvé, son premier s'appelle Our Last Day. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est une espèce de romance apparemment. Je n'ai pas vu non plus. Ouais. Et j'ai pas vu ce film-là, donc je pourrais pas vous dire exactement de quoi il parle. Ouais, Tsui Chang, c'est quelqu'un qui peu à peu va finir par devenir l'homme de Hong Kong, on va dire. Hein. Alors, on va voir qu'il va faire lui aussi un petit tour par la Chine continentale pour faire des projets à gros budget, hein, comme les Monkey King, hein, les 3 Monkey King qu'il a fait en Chine continentale, mais qui reviendra à Hong Kong. Entre les deux, Monkey King, quand même, c'est lui aussi qui fait SPL2, gros morceau. Qui est un gros morceau. Il fera SPL3, je sais plus, juste après SPL3, c'était entre le 2 et le Monkey King 2 et le Monkey King 3, je crois, il était revenu faire ça. Mais aujourd'hui, vraiment, avec son dernier combo, là, ces 3 derniers films, là, Limbo, Mad Fate et City of Darkness, j'en reparlerai un peu, mais c'est vraiment là, il se pose comme le légataire d'une certaine vision, d'une certaine représentation de Hong Kong. Il l'a souvent fait, hein, tourner autour de Hong Kong, mais là, vraiment, c'est quelque chose qui se précise encore plus avec ces 3 derniers films. Ouais, puis entre-temps aussi, je tenais en 2017, il va produire The Brink aussi avec Max Zhang, qui est pour moi un chef-d'œuvre, hein, qui est un polar kung-fu incroyable visuellement. Alors le film est réalisé par Jonathan Lee, qui devait d'ailleurs co-réaliser City of Darkness à l'époque où il y avait toutes les rumeurs avec tous les acteurs, les castings, tout ça. Finalement, non, c'est vraiment Tsui Chang qui le réalise de A à Z, mais en tout cas, voilà, The Brink, c'est quand même aussi un gros morceau et je pense qu'il doit y avoir la patte de Tsui Chang et je pense que Tsui Chang a dû faire certaines choses sur le tournage parce que c'est visuellement très réussi et ça fait un peu quand même penser à son univers par moment. Moi, j'ai retrouvé un peu de Tsui Chang dans The Brink, qui est encore une fois vraiment formidable avec Max Zhang, voilà, qui fait penser à tous ces polars des années 80-90 de The Savior. C'est un mix un peu entre The Savior et Tiger Cage, quoi. C'est un peu rigolo. Il y a un peu les deux aspects du polar de toutes les époques de Hong Kong. C'est vraiment sympa. Et puis, comme tu l'as dit, oui, son petit passage en Chine continentale, comme beaucoup de réalisateurs des années de l'époque de 2010, où effectivement 2010, c'est la grande époque où les réalisateurs hongkongais vont tenter leur chance avec plus ou moins de réussite en Chine continentale. Ça va totalement réussir à des gens comme Jackie Chan, Tsui Hark ou Stephen Chow, puis un peu moins ou même Daniel Lee aussi, ou même Dante Lam ou encore Andrew Lo. Mais d'autres, par contre, retourneront effectivement à Hong Kong ou partiront tout simplement, arrêteront carrément leur carrière. Hein. C'est le cas de Ronnie Yu ou d'autres. Mais Tsui Chang aura toujours ce désir effectivement de revenir à Hong Kong. Parce que je pense que tout simplement, visuellement, il sait comment filmer la ville et il y a un côté un peu organique entre sa manière de filmer et le fait de filmer Hong Kong même, qui se retrouve à chaque fois. Effectivement, SPL2, gros morceau, qui sera pas tourné à Hong Kong, d'ailleurs, qui sera tourné en Thaïlande, mais qui est vraiment extraordinaire. Avec Max Zhang encore dans le rôle du méchant et où on a ni plus ni moins que Tony Jaa et Wu Jing qui partagent l'affiche, hein, quand même 2 gros monstres de l'époque, un Tony Jaa sur le déclin et un Wu Jing en pleine ascension. Donc ça c'est 2015, qui est un gros film très beau et magnifiquement chorégraphié. Ça n'empêche pas Max Zhang de leur voler la vedette bien comme il faut. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord parce qu'on a quand même un Tony Jaa assez bedonnant et assez fatigué malheureusement. Moi j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, mais là on était un peu sur le déclin. Parce que il a une carrière assez brève. Et puis Wu Jing qui joue un espèce de personnage un peu alcoolique, un peu dépressif, comme ça sera beaucoup le cas dans beaucoup de Tsui Chang aussi. Donc, mais c'est juste avant, c'est marrant parce que c'est juste avant que Wu Jing atteigne le statut de star patriotique avec la Chine continentale, avec Wolf Warrior et Wolf Warrior 2. Là, c'est en 2015, donc c'est la même année, donc il va tourner SPL où il va tourner un personnage de flic hongkongais qui parle cantonais, qui émigre, enfin qui se retrouve en Thaïlande
espèce de problème judiciaire, un truc un peu compliqué. Et vraiment SPL, moi, c'est un gros coup de cœur. J'en avais parlé sur ma chaîne. Les chorégraphies sont un peu complexes parce que c'est des mecs de chez Jackie Chan, donc Nicky Lee et Ken Lo qui chorégraphient. Donc il y a un côté un peu sur chorégraphie, un peu sur sur spectacle, et en même temps un côté esthétique à la Soi Chang qui parfois peut se marier de manière un peu compliquée, mais que moi je trouve super. Voilà, faut pas le prendre avec un réalisme comme beaucoup de ces autres films. Faut le prendre de manière un peu plus distractive, et de ce point de vue-là, je le trouve assez formidable, SPL2, qui est pas une suite de SPL, encore une fois, hein, qui est encore une fois une espèce de réadaptation, comme c'est souvent le cas à Hong Kong. Ça porte le même thème, le même titre, et ça parle des mêmes choses, mais c'est plus des réincarnations de personnages que des suites directes. Après, je trouve que vraiment, il est important, ce film-là, SPL2, alors, pour ce que tu as dit, mais on voit encore d'ailleurs que, c'est comme tu as dit, hein, ça se passe en Thaïlande, on a Woo Jin qui est dans une prison, qui arrive pas à se faire comprendre, qui est nani. On a donc ce thème un peu de l'exilé, de l'étranger, et on voit que Soi Chang, il arrive toujours à mettre un peu ces thèmes, même dans des films de commande, parce que SPL2, c'est un film de commande, mais il arrive, à vraiment, donner des thèmes qui lui sont chers, ou des façons de faire qui lui sont chères. Je reparlerai par exemple de la scène de SPL2, moi, avec ce loup très bizarre qui, moi, me renvoie. Enfin, quand j'ai vu le chat de Matt Fate, ça m'a renvoyé à ça direct, tu vois, par exemple, tu vois. Je comprends je comprends. J'expliquerai quand on en parlera un peu plus. Certains choix visuels de Soi Chang, et en plus il venait de rentrer de Chine. En Chine, il a acquis quand même, parce qu'il était sur des très très grosses productions à effets spéciaux, les Monkey King et tout ça là, il a acquis encore un autre savoir-faire. Et SPL, je trouve que même dans sa manière de mise en scène, c'est un peu le film tournant, c'est-à-dire que il a toujours essayé de tenter des trucs, tu vois, dans les Love Battlefield, les Dog Beat Dog. Il faisait déjà, tu sais, c'est lui qui avait remis à la mode les zooms avant façon Shaw Brother là sur la tête des gars, tu sais. Enfin voilà, il est au niveau de la technique cinématographique, il était déjà très aguerri, et puis il n'hésitait pas à utiliser toutes sortes de techniques, même des techniques qu'on trouvait désuètes, et lui il arrivait à les rendre super cool dans ses films. Mais je trouve que vraiment on a un nouveau, un style beaucoup plus affiné de SPL2, très influencé aussi au niveau des visuels par Johnny To, c'est-à-dire avec ses plans très géométriques, des plans avec les choses, tu sais, il respecte vraiment la symétrie des lieux, des mouvements amples, lents. Enfin voilà, je trouve qu'il est encore. Je pense que l'expérience chinoise, justement, quand il rentre, il affine encore plus son style. Et moi, je pense qu'au niveau de son style de mise en scène, SPL2. Alors moi je trouve qu'il y a quelques soucis d'écriture. La fin, je la trouve un peu bizarre, mais j'aime beaucoup le film. Hein. Mais SPL2 marque encore une étape dans sa manière d'appréhender son cinéma, dans sa manière de mettre en scène. Et alors après, on va avoir Limbo qui va encore marquer une autre étape. Mais c'est vraiment un réalisateur dont on voit bien les paliers à chaque fois qu'il passe, à chaque fois qu'il fait un film, et qui montre aussi toute la réflexion qu'il y a autour de ses films. Alors on peut jaser, il a une écriture parfois un peu naïve, c'est quelqu'un qui, on va le voir, qui fonctionne beaucoup sur la métaphore, le symbolisme, plein de choses comme ça. Limbo, il a eu une éducation chrétienne, il est arrivé à 11 ans donc à Hong Kong, il vivait tout seul avec sa tante parce que ses parents ils sont arrivés plus tard. Il a été mis dans des écoles chrétiennes. Je sais pas, c'est lui qui a vu Limbo et qui a pas vu les connotations chrétiennes de Limbo, qui n'a pas compris le film. Certains n'ont pas vu, apparemment. Certains ne voient pas ce qu'ils regardent, mais bon, après chacun. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui arrive toujours à mettre de lui dans ses films. De toujours. Alors Limbo, c'est un film très personnel. Matt Fate, c'est un film de commande. C'est un film qui a été fait à la Milky Way. C'est un scénario de Yao Nai Oi, le scénariste maison de Johnny To et de Waka Fai. Et il arrive quand même, par exemple, quand on parlera de Matt Fate, à en faire quelque chose de très très personnel. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de s'imposer. Et alors voilà, je trouvais quand même que moi. Peut-être que je suis pas le plus grand des spécialistes de toute la carrière de Soi Chang, mais je trouve que moi, à mon humble niveau, je trouvais que vraiment SPL2 au niveau de sa mise en scène marquait vraiment une étape dans son cinéma. Ouais, non mais c'est vrai. Puis en plus, on sort un peu du cadre de pur polar, un peu sec ou de pur. On est vraiment dans un film avec un budget plus gros et
et ça se ressent et tout dans les cadres, dans l'ampleur et tout. Il y a un truc un peu comme ça, c'est vrai. C'est vrai que il a été fait, je crois, entre Monkey King 1 et Monkey King 2, je crois, il me semble. Entre le 2, ouais, ou le 2 ou le 3, et le 3, ouais, je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Moi, les Monkey King, j'avais le premier, c'est avec Donnie Yen, hein, d'ailleurs, qui joue le rôle du roi singe. Ouais. Et les 2 d'après sont avec Iron Cock, qui lui jouait le méchant du premier. Et là, c'est lui. Et moi, je les avais vus, je les avais trouvés cool. Hein. Moi, j'aime bien les gros blockbusters chinois et tout. Mais effectivement, ça manque toujours un petit peu d'identité du réalisateur, puisque le réalisateur s'efface un peu derrière le spectacle, on va dire. Mais oui, c'est une très bonne école. De toute façon, hein, l'école des blockbusters chinois, je pense que si tu reviens à Hong Kong faire des choses un peu plus personnelles, que tu insuffles un espèce de savoir-faire de grand spectacle dans un truc plus personnel, bah, ton niveau de cinéma se gonfle naturellement et augmente. Et il va même retourner faire aussi un film qui s'appelle Motorway aussi, chez Johnny To. Je crois que c'est produit par Johnny To aussi. C'est le deuxième film qu'il fait avec Johnny To. C'est important ça, parce que il faut savoir que Coq de combat, ça avait fait un flop. Ouais, tout à fait. Un flop pas possible. Et il a quasiment pensé là, Soi Chang a arrêté sa carrière à ce moment-là, et c'est en fait finalement c'est Johnny To qui va le prendre avec lui, lui redonner la motivation et lui faire produire des films chez la Milky Way. Peut-être que sans Johnny To, on n'aurait pas aujourd'hui de Soi Chang, hein, parce que il avait été complètement déstabilisé par l'insuccès de Coq de combat. Et donc Motorway c'est le deuxième qui fait, le premier qui fait avec Johnny To, je crois que c'est Accident. Accident, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, il dit souvent qu'avec Johnny To, moi personnellement, je suis pas le plus grand des fans de Johnny To. Je reconnais son talent, mais c'est pas forcément c'est pas le premier cinéma qui va me toucher, alors que celui de Soi Chang beaucoup plus. Mais on ressent par contre l'influence de Johnny To sur Soi Chang à partir du moment où ils se rencontrent. Ça c'est indéniable. Et il disait dans un interview. Il disait, Soi Chang, que avec Johnny To, il parlait jamais de technique de cinéma, il parlait que des films qu'ils avaient vus, qu'ils avaient aimés, et que ils ont vraiment une relation de cinéphiles passionnés qui s'entraident, qui s'encouragent entre eux. Je pense il le dit à demi-mot, mais il le dit quand même, Soi Chang, que finalement Johnny To a presque sauvé sa carrière, quoi. Ouais, clairement, mais c'est un enfant de Johnny To. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois que c'est le dernier des géants aujourd'hui, il vient des années 2000, il vient de chez Johnny To, et c'est un peu le cas de Louis Ko, qui est un peu le dernier gros producteur star aussi. Il vient un peu des années 2000, il vient un peu de chez des films de Johnny To. C'est marrant que ces deux-là, parce que Johnny To, enfin moi c'est pareil, c'est quelqu'un il y a des films que j'aime, d'autres moins. Je trouve que Soi Chang est un bien meilleur réalisateur que Johnny To, mais pour moi Johnny To c'est une personnalité importante, surtout au niveau des productions et de l'identité des polars des années 2000. Je pense que c'est quelqu'un qui a continué à faire vivre le cinéma de Hong Kong. Dès que je pense aux années 2000, je pense automatiquement à Johnny To, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, les films. Il y a des films qu'il a produits aussi qui sont super. Et effectivement, c'est une personnalité importante. Et c'est marrant que ces deux types-là, Soi Chang et Louis Ko, se retrouvent pour City of Darkness, alors que ce sont un peu les derniers nababs, l'un pour la production, l'autre pour la réal, et qui se retrouvent là. C'est un peu un passage de relais qui me semble assez logique. C'est vraiment des mecs qui viennent des années 2000 aussi. C'est important. Et ça augure rien de vraiment beau pour la suite, parce que après, c'est vrai que dans les années 2010, malheureusement, il n'y a pas eu c'est parce que c'est un peu des vieux, quoi. Louis Ko et Soi Chang, c'est déjà des mecs qui sont là depuis très 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 longtemps. Et donc, c'est pas forcément des nouvelles têtes. Le public peut-être les identifie aujourd'hui comme des nouvelles têtes parce qu'ils découvrent Limbo, ils découvrent Mad Fate, ils découvrent des films comme ça. Mais ce sont déjà des gens qui sont déjà là depuis longtemps. Ouais, et alors, avant de passer vraiment aux deux films dont on va vraiment parler aujourd'hui, Soi Chang aussi, c'est quelqu'un qui est très déstabilisant. On a vu beaucoup de gens, par exemple, alors moi j'expliquais pourquoi je suis pas d'accord, mais on avait beaucoup de gens après Limbo trouvaient que Mad Fate c'était pas terrible, ils s'attendaient à autre chose. Il faut savoir que c'est pour ça qu'il est un peu compliqué à identifier. C'est quelqu'un qui adapte toujours son visuel et sa mise en scène au sujet qu'il traite. C'est-à-dire que dans sa carrière-ci, on retrouve plein de points communs, mais par exemple, si on prend les 3 derniers, c'est 3 films qui se ressemblent pas, mais qui se ressemblent. Et ces 3 films-là où, selon moi, vraiment, alors que c'était déjà quelqu'un d'installé, c'était un gros réalisateur qui pouvait faire de la commande, des choses plus personnelles, mais vraiment, avec ces 3 films-là, il va gagner, à mon avis, vraiment là, ses galons d'auteur, parce que
finalement, c'est presque, moi, je le prends Limbo, Mad Fate, City of Darkness, et je fais ma trilogie hongkongaise, quoi. Je vais vous dire ce que j'ai à vous dire sur Hong Kong avec ces 3 films-là, et je vais vous parler de moi, je vais vous parler de mes croyances, et je vais vous parler du fait que je suis un étranger. À la base, et je vais vous parler du fait que je suis complètement omnubilé par la noirceur de l'esprit humain. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui habitaient son cinéma et qui là, avec ces 3 derniers films, on se les prend carrément en pleine poire d'une façon différente à chaque fois. On a un film en noir et blanc, un thriller très sombre, très esthétisant. On a un Mad Fate coloré, mais qui est pas moins sombre, malgré ce que certains ont trouvé ça marrant, j'ai pas compris. Et puis on a un gros blockbuster d'action, et pourtant à chaque fois c'est du Tsui Chang. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé à un degré de maîtrise de son art qui est assez impressionnant. Moi, comme tu as dit, c'est vrai que Mad Fate, je suis resté un petit peu en dehors, mais effectivement, parce que moi, ce que je considère avec ce film, c'est qu'il est vraiment entre 2 énormes films, Limbo et City of Darkness, et le ton de Mad Fate, c'est vrai qu'il est assez différent de Limbo. Il est sombre effectivement, mais il se permet des scènes assez folles qui moi j'ai pas réussi vraiment à m'impliquer dans l'histoire et à rentrer totalement dans le film, même si je trouve d'énormes qualités visuelles, qualité d'interprétation. Au niveau de la mise en scène, c'est toujours aussi propre, toujours aussi incroyable. C'est un film qu'il faut que je revoie parce que je l'ai pas abordé avec le bon état d'esprit, je pense. Et je pense que ça peut faire ça à pas mal de gens, en fait. Alors, en fait, pour moi, Mad Fate, c'est une fable. Déjà, c'est une parabole. C'est une métaphore et c'est une parabole. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que ce prêtre Feng Shui, là, que l'on suit, finalement, il vit dans un immeuble où on a ces plans avec ces paraboles partout. Alors c'est un film encore plus que les autres qui fonctionne par métaphore, par symbolisme. Alors non, Limbo au niveau symbolisme c'était aussi costaud, hein, mais c'est une écriture comme ça très émotive, très intuitive. C'est pas quelqu'un qui intellectualise les choses et c'est quelqu'un qui marche beaucoup par symbolisme. Alors par exemple, dans Limbo on a tout ce symbolisme religieux chrétien. Là on va avoir un symbolisme religieux taoïste, hein, puisqu'on suit un prêtre Feng Shui. C'est un film qui, de toute façon, c'est un film au départ qui n'est pas écrit par lui. C'est un film qui est écrit par Yaonai Oi c'est le même mec qui a écrit Mad Detective, tous ces trucs-là. Donc c'est un mec qui est habitué aussi à mélanger le surnaturel et le polar. Hein. C'était un peu la marque de fabrique de pas mal de films Milky Way, de mélanger un peu l'horreur, le surnaturel avec le polar. Et en fait, Mad Fate, il est construit pour moi de cette façon. On a des métaphores partout qui sont parfois très naïves. Alors les gens mais il arrive avec ses gros sabots. Oui, mais il arrive avec ses gros sabots. C'est un peu comme ça aussi que le cinéma hongkongais se fait, que l'écriture du cinéma hongkongais se fait. Et on met les pieds dans le plat là où il faut. On a ces plans avec ces petites fourmis qui arrivent pas à sortir de l'eau. On comprend tout de suite que en fait c'est les personnages. Enfin voilà, on a toute cette métaphore aussi autour du violet. Hein, le violet qui est la couleur de la porte des prostituées, mais qui est aussi pas mal en Asie la couleur de l'horreur. Hein, par exemple dans le cinéma japonais, souvent quand les monstres apparaissent et tout, il y a du violet. Et puis c'est un film qui est très irréaliste, c'est une fable. Tous ces plans avec ce ciel, alors on a des plans magnifiques, hein, mais tous ces plans avec un ciel complètement irréel nous montrent qu'on est dans la fable. C'est comme le chat, tu vois. Le chat il est mal fait. Déjà il est pas mal fait. Il est fait bizarrement. Mais il est fait bizarrement parce qu'on est dans une fable. Revoyez la fin de SPL2 et regardez le loup. Parce que en fait c'est une métaphore, c'est un symbole. Ça fonctionne par symbolisme le cinéma de Tsui Chang et Mad Fate il s'inscrit totalement là-dedans. C'est un film sur la folie, comment on sombre dans la folie, plus que sur le destin en fait. Hein. Et même si c'est un film sur le destin, en fait, c'est un film surtout sur la folie, qui travaille le thème de la folie et qui, moi, je pense, le travaille vachement bien en le mêlant à du thriller. Alors moi, je trouve justement, en plus que il s'inscrit parfaitement dans ce que j'appelle la trilogie hongkongaise, moi, de Tsui Chang, c'est-à-dire Limbo, Mad Fate et City of Darkness, parce que finalement, ces 3 films sont un condensé du cinéma de Hong Kong. Avec Limbo, on a le polar
crasseux jusqu'au boutiste qu'on a pu avoir dans tous ces polars que nous on a adoré dans la grande époque hongkongaise. Donc le Mad Fate c'est un peu une ode au polar encore bien sûr, mais aussi un peu comme il y a un prêtre taoïste et tout ça, et puis ces espèces de couleurs parce que c'était des films très colorés. Par exemple la Ghost Kung Fu Comedy qui était très colorée, ça renvoie un peu aussi à l'héritage de la Ghost Kung Fu Comedy, ça renvoie à l'héritage de la catégorie 3. Et puis après on va avoir City of Darkness qui renvoie à l'héritage du film d'arts martiaux, du film de Kung Fu, et tout ça bien entendu parce que c'est Tsui Chang, toujours mêlé à ce qui fait aussi l'ADN du cinéma hongkongais, c'est-à-dire le drame social. Et en fait, ces trois films résument pratiquement à eux seuls le cinéma hongkongais. C'est vrai. Je sais pas si il y a une synthèse assez radicale. Ouais. Ça aurait été même encore plus radical si, moi, c'est ce qui m'a un peu manqué dans Mad Fate, c'est qu'il y a un tout petit peu plus d'humour, même s'il y a quand même des passages assez marrants, parce que j'aurais aimé qu'il y ait un tout petit peu plus d'humour dans Mad Fate, et là vraiment on aurait été dans la dialectique parfaite de cette espèce de trilogie là. Après on peut rigoler du chat ou pas. Moi le chat m'a pas spécialement dérangé non plus, parce que j'avais à peu près compris effectivement Paul ce que tu disais. J'étais dans le bon état d'esprit pour le regarder. J'avais vraiment compris tout de suite. Moi je suis rentré dans le film tout de suite en fait. Je me suis pas emmerdé du début à la fin. Alors pareil, une capacité à me mettre dans un état de suspense. Et j'ai trouvé que c'était un bon thriller aussi parce qu'il y a un état de suspense qui m'a. C'est pas le genre de film où je vais me diriger le plus Mad Fate en général, parce que j'ai pas forcément d'accroche héroïque ou par exemple le personnage du maître, donc du prêtre taoïste, du Fatsi finalement, qui est interprété par Gordon Lam, est un personnage auquel j'arrive pas à m'accrocher parce qu'il perd la raison. Et il perd de plus en plus la raison. Donc, alors que normalement, c'est des figures qui sont censées incarner la morale, l'autorité, l'ordre, la transmission et une espèce de verticalité que tu retrouves dans plein de Fatsi interprétés par Lam Ching, voilà, des espèces de figures comme ça. Alors que là, au contraire, c'est quelqu'un qui part dans la folie. Donc c'est assez déstabilisant. Mais malgré tout, je sais pas, j'ai vraiment été accroché par le côté organique, viscéral, de ce que l'histoire a essayé de me raconter à travers vraiment à la fois l'utilisation des cadrages de la ville. Je trouvais que c'était magnifiquement réalisé et que ça avait du sens par rapport à ce qu'il voulait raconter dans la symbolique de certains éléments de la ville, de certaines couleurs, etc. Après, c'est vrai que le cinéma asiatique en général, mais particulièrement de Hong Kong, est quand même très symbolique aussi. Faut l'analyser sur la mystique asiatique fonctionne souvent comme ça, au niveau du symbolisme et tout. C'est quand même des pays qui sont encore très connectés à la spiritualité, à ce genre de choses. Donc ça transparaît évidemment encore dans leur cinéma, ce que moi j'adore personnellement. Donc voilà, il y a plein d'éléments. Et puis j'ai trouvé, alors le film, ça c'est l'univers de Tsui Chang, assez déprimant par moments, très noir, mais avec toujours il arrive toujours à te raccrocher à une petite touche d'espoir. Et puis finalement, moi j'ai trouvé que le cœur du film, c'était, moi j'ai plus vu le côté justement, ce que tu dis c'est vrai Paul, mais il y a aussi le fait d'aller absolument contre le destin. Je veux dire, Dieu a un plan, il sait ce qu'il a à faire, et le fait à tout prix vouloir le bloquer, du coup je comprends pourquoi le personnage tombe dans la folie. Et en même temps, c'est aussi un personnage qui, là ça c'est le côté négatif, mais le côté positif c'est qu'il veut sauver quelqu'un. Et ça j'y arrive. Et il y arrive. Et ça, je trouve ça. Alors moi, dans ma croyance personnelle, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose auquel je crois. Je crois qu'on peut changer les gens. Et là, tout le film, ça va être ce combat perpétuel entre finalement cette graine du mal qui est installée dans le personnage principal, qui est pas Gordon Lam, qui est l'autre personnage, le jeune, et qui va sans arrêt lutter contre cette graine du mal et qui va réussir à la surmonter. Et ça, c'est du coup, en fait, finalement, au premier abord, je trouvais ça un peu compliqué de rentrer dedans, mais finalement, l'histoire te raconte quelque chose d'assez positif, finalement, en fait, et d'assez beau, finalement, quand tu creuses. Mais encore une fois, Tsui Chang, il faut creuser la merde pour pouvoir trouver la fleur et la beauté. C'est vraiment ça. Limbo, c'était littéralement des flics qui creusaient une décharge publique et qui, à l'intérieur de cette décharge, trouvaient la résurrection. Pour moi, Limbo, c'était la passion du Christ version, c'était le passage de rédemption d'un personnage à travers une décharge. Et donc, en fait, il faut vraiment l'aborder comme ça. Il y a plusieurs couches, mais le fait d'aller fouiller dans la merde pour trouver la fleur et la beauté, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui caractérise
le cinéma de Soi Cheng, particulièrement dans les 3 derniers, mais je trouvais que dans Mad Fate, il y avait aussi ça. Du coup, j'en suis sorti assez content, j'étais dans le bon mood, il y avait plutôt du monde dans la salle, parce que le film a eu quand même une petite sortie salle assez discrète, mais quand même en France, et il y a eu un petit public, parce que le public aime bien le cinéma d'horreur, j'ai l'impression, en France, et il y avait quand même du monde dans la salle, et les gens ont rigolé, les gens ont plutôt bien aimé, donc voilà, il y a quand même un truc qui m'a, j'étais dans la bonne énergie, et j'ai vraiment beaucoup aimé le film, et quand on aime en plus le cinéma de Hong Kong, normalement on n'est pas trop frileux avec ce type d'approche, ce type de sujet, ce type de symbolisme et ce type d'écriture. Normalement, c'est quelque chose qui passe assez bien, particulièrement quand on est fan de cinéma de Hong Kong. C'est assez organique et c'est assez viscéral. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je mettrai évidemment pas au niveau de Limbo, mais le film d'après non plus du coup, mais qui est quand même extrêmement bien et qui comme tu l'as dit, Paul, participe à une trilogie absolument parfaite. Donc voilà, très très bon film. Je rebondis vite fait sur ce que tu as dit. T'as raison. Alors, bien entendu, les films de Soi Cheng sont très durs. Alors, moi, ça me fait penser à pas mal de réalisateurs. Je sais pas, je pense par exemple à un réalisateur français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Stéphane Sauvert. Vous savez, celui qui a fait Une prière avant l'aube, qui vient de faire Asphalt City avec Sean Penn. Alors c'est trop, c'est tout le temps sombre, c'est tout le temps noir, il y a pas d'espoir et tout ça, donc c'est fou. En plus, il y a de l'espoir. Par contre, c'est dur. C'est dur, c'est sale, c'est crade, ça fait mal. C'est un peu comme la vie, quoi. Et Soi Cheng, il s'inscrit un peu là-dedans. Alors Limbo, on avait finalement un film en fait très chrétien sur le pardon et la rédemption, en fait. Et là, il passe à autre chose. Il passe sur un film sur la folie, sur les croyances, fondées ou pas. Chacun se fait son avis. En fait, il prend pas vraiment de position. Est-ce que c'est réel? Est-ce que le destin y joue? Est-ce que c'est ces gens-là qui sont juste en train de complètement vriller? C'est aussi un pied de nez, ou en tout cas une liberté qu'il se donne. Je pense que c'est pas anodin dans cette trilogie hongkongaise qui se la prennent par rapport aux restrictions qu'impose par exemple la Chine continentale. Je suis pas sûr que s'il y avait eu des apports financiers continentaux, Mad Fate aurait pu se faire de cette façon-là, au niveau de ce qu'elle dit sur les croyances, au niveau de la superstition, effectivement. Voilà, au niveau de la superstition et tout ça. Donc il y a aussi ce côté de dire on peut encore se le permettre, donc on va se le permettre de vous proposer ce genre de thème et de les traiter de cette manière. Après moi, l'humour, alors moi franchement souvent je trouve que c'est marrant, mais dramatiquement marrant, parce qu'en fait on en arrive à un tel degré de folie que ça en devient ahurissant et marrant. Et parfois c'est pareil dans la vie, il y a des trucs qui deviennent marrants tellement que c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le cadre du film, c'est pas forcément, ça fait pas comédie. Tu vois ce que je veux dire? Moi je l'ai vraiment pris le film. Alors peut-être que c'est moi qui suis bizarre, tu vois, mais je l'ai vraiment pris comme un vrai drame, quoi, sur un vrai drame, et un vrai drame qui se termine bien, quoi, parce qu'en fait finalement à la fin ils sont pas morts, ni les uns ni les autres. Finalement, on a deux gars qui peuvent pas se piffrer, c'est-à-dire un jeune psychopathe et un qui est tueur de chat et un flic qui se traquent depuis l'enfance, qui renouent ensemble grâce à un gars qui finalement a toujours peur d'échouer parce qu'il va devenir fou, mais qui réussit sa mission. Ouais, tu vois, tout à fait ça. Et moi j'ai trouvé ça quand même assez beau. J'ai trouvé que ce film était très beau en fait dans ce qu'il disait. Et alors très beau en plus visuellement, hein. On a quand même à la photo, on a Chung Soo-kong, et Chung Soo-kong, c'est un très grand directeur de la photo, et c'est marrant parce que c'était un directeur de la photo Milky Way, et il avait jamais bossé avec Soi Cheng avant Limbo, et depuis Limbo c'est que lui, hein. C'est lui qui a fait Limbo, c'est lui qui a fait Mad Fate, c'est lui qui a fait City of Darkness. Alors c'est un gars, il a bossé sur Detective versus Slut, il a bossé sur un nombre incroyable de films de Johnny To, de Wakai-Fai, donc il bosse avec ce mec-là, et ce mec-là, il est quand même stupéfiant parce que ce qu'il arrive à faire au niveau de la direction de la photo, autant de choses aussi différentes que ces trois films-là, pour moi, Limbo, Mad Fate et City of Darkness, au niveau réal, au niveau photographie, c'est un perfect. Ouais, perfect total. Il y a des plans dans Mad Fate qui sont incroyables, rien que l'ouverture avec la scène au cimetière et le titre qui apparaît dans le ciel là, c'est malade. Mais tous
les plans où on voit ces plans là très larges, où on voit les buildings de haut et puis ce ciel complètement surréaliste. Il y a plein de choses tellement bien vues. Regarde le tueur, lui, quand le tueur, parce qu'il y a aussi un serial killer dedans, hein, le tueur de prostituées, il tue que quand il pleut. C'est quand il se met à pleuvoir qu'il a ses pulsions. Alors que le petit jeune qui évite à tout prix qui veut éviter finalement de devenir un meurtrier, d'accepter son destin, lui, ses pulsions, elles arrivent quand le soleil arrive. Ouais, et ça c'est un truc très bien aussi qui correspond à la vie souvent, c'est que quand tu veux t'en sortir, pour s'en sortir, il faut le vouloir aussi souvent. Et là, je trouve ça parfait, cette espèce de personnage qui veut à tout prix s'en sortir. J'ai trouvé ça super fort. C'est là qu'il est le tour de force de ce film-là, c'est qu'il s'appelle Mad Fate, mauvais destin, qu'on a l'impression que c'est des gens qui ont un destin ils ont pas leur libre arbitre, que de toute façon c'est le destin et tout. Et on a ce gars qui finalement va contourner le destin. Donc contre le mal et contre sa graine. Et je trouve que c'est un film qui est qui le traite plutôt bien, alors qu'il le traite parfois aussi de façon très naïve, mais le cinéma asiatique est naïf. Moi, ça me fait penser aux gens. Je sais pas, je me rappelle, je sais plus à qui j'avais montré The Strangers, c'est de Na Hong-jin, un film coréen. Je me dis, tu vas voir, c'est un truc de dingue, c'est noir, c'est sombre et tout. Il m'a dit, mais je sais pas, ils ont l'air débiles, ils rigolent, ils font des blagues. Parce que le jeu asiatique, l'écriture asiatique, elle est comme ça. C'est un truc auquel il faut rentrer, il faut s'habituer, s'acclimater à ce type c'est un autre cinéma, mais c'est une autre perception. C'est des gens qui vivent d'une autre façon, donc forcément leur cinéma en découle, et c'est ça. Je trouve que c'est un film vachement profond. Alors ça parle de la famille, de la folie, mais ça parle de la famille, ça parle du manque d'argent. C'est comme toujours avec Soi Chang, des petits gens, des écorchés. Cette ville, alors en plus ça a été tourné pendant le Covid, donc on a souvent des rues à moitié vides. Ils avaient même pas le droit de tourner. Donc la ville a un aspect très irréel, très fantomatique. Moi vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié Mad Fate, et j'ai du mal à comprendre le désintérêt ou le désamour que beaucoup de gens ont eu pour ce film. Mais je pense que c'est une question c'est un film assez déstabilisant et qui est pas assez clair dans l'esprit des gens par rapport, comme tu l'as dit, au film d'avant et au film d'après, c'est-à-dire Limbo, le polar, Twilight of the Warrior, donc City of Darkness, le film d'arts martiaux. Et là, tu avais une espèce de truc finalement très incertain, très ancré dans la culture chinoise, en plus avec le côté feng shui qui peut, je pense qu'il est juste tombé au mauvais moment. Peut-être que s'il l'avait fait avant ou après, ça. Mais le fait qu'il tombe entre les deux, il y a une espèce de côté pas clair et les gens ont pas. Alors moi, ça me dérange absolument pas. Hein. Moi, je trouve carrément même que quand je te dis, alors c'est pas une trilogie, hein, Soi Chang il a jamais dit je vais faire une trilogie sur Hong Kong, c'est mon interprétation, mais moi je le vois un peu comme ça, ces trois films-là, et je trouve que justement ils s'insèrent trop bien, tu vois. Mais c'est un peu comme la trilogie du chaos de Tsui Hark, là, les trois premiers, et en fait c'est des films qui n'ont rien à voir, mais qui synthétisent en fait ce qu'a été Hong Kong, le wuxia, le kung fu comédie et le polar pour la trilogie du chaos. Là, c'est les trois derniers. Si HK devait refaire, je sais pas eux qui ont les droits des films, mais s'ils voulaient refaire un coffret, si on pouvait imaginer un espèce de truc un peu en mode un peu dualité, ils referaient la trilogie du chaos inversée, et ça serait ces trois films-là finalement. Donc, ouais, tout à fait. Je le répète, hein, Soi Chang a jamais dit je fais une trilogie sur Hong Kong. Je sais même pas si c'est sa volonté ou s'il en est conscient. Ça, c'est vraiment comment moi j'ai pris ces films. Hein. Puis de toute façon, la trilogie du chaos de Tsui Hark, c'était pas Tsui Hark qui avait imaginé ça, c'était nous. Enfin, c'était les transmetteurs de cinéma qui avaient imaginé ça en France et tout, avec la thématique et tout. C'était pas si justement, excuse-moi. Vas-y, Paul, je t'en prie. Justement, et puis c'est vraiment l'aboutissement de ce mec-là, il a fait tellement de trucs différents. Il a fait du polar, il a fait de l'horreur, il a fait la comédie, il a tout ça. Et c'est une telle synthèse de son cinéma à capter à un niveau de maîtrise cinématographique tel que moi j'ai vraiment là on est devant franchement avec moi j'aimais beaucoup déjà Soi Chang, hein, mais là moi je trouve qu'avec ces trois derniers films là on est vraiment devant un des meilleurs réalisateurs mondiaux actuels. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Ouais, c'est le dernier colosse, c'est vraiment lui. Moi, par rapport à Mad Fate, je l'ai vu qu'une fois. Il faudrait que je le revoie avec ma femme qui est chinoise et qui est très 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 dans le délire feng shui et tout ça, dans ces trucs-là. Il faudrait que je le revoie avec un autre œil et qu'elle m'explique un peu
moi j'aime bien voir les films hongkongais avec elle pour qu'elle m'explique un peu culturellement, spirituellement comment ça marche. Je pense qu'il y aurait plein en plus de clés à comprendre encore. Ça serait encore plus intéressant de le voir avec elle. Donc faudrait que j'attends que le film ressorte là. Mais je pense qu'il y aura encore une couche supplémentaire à apprendre par rapport à ça. Ça va être super intéressant. Donc vraiment, voilà, Mad Fate, malgré les mauvaises critiques qu'il y a pu avoir, moi pareil, j'ai trouvé très très bon. Et en plus, je trouve, alors justement, en plus, dans cette vision, excuse-moi, dans cette vision de Hong Kong, parce que c'est 3 films sur Hong Kong, et qui filment Hong Kong de façon différente, mais admirablement bien à chaque fois. Et c'est celui de Mad Fate qui se détache un peu parce qu'on est dans une ville un peu aseptisée. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. On n'est pas dans le crasse. Alors, il y a de la crasse. On voit que la crasse, elle est dans les rapports entre les humains, qui est vraiment les humains, ou alors dans certaines scènes, dans certains apparts. Là, à un moment, il a cette espèce d'appart cellule où tu dis mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, les appartements cercueils, ça va faire. Donc il y a tout ça qui joue, mais on est dans une ville un peu assez aseptisée qui va dénoter un peu, qui montre une autre vision de Hong Kong. Que les deux autres où on est vraiment dans le Hong Kong crasseux, dégueulasse, voire un Hong Kong qui n'existe plus pour City of Darkness, et qui est aussi lié à son ressenti de Hong Kong. Hein. Il est né dans le quartier de Sham Shui Poi, c'est ça? Hein, oui, c'est ça. Qui est un quartier très populaire, et c'est lui-même qui le disait. Moi, j'ai vécu dans un quartier très populaire, très sale, avec plein de Hong Kong est sale. Hein. Hong Kong est encore très 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 sale. Il y a encore beaucoup de gens pauvres qui vivent comme ça. C'est pour ça qu'on est plus vraiment au niveau de dont on va parler après avec City of Darkness. Mais enfin, Jonathan aussi peut en témoigner. C'est une ville qui est encore où il y a beaucoup de gens qui vivent dans des endroits vraiment sales et qui ont des gros problèmes sociaux vraiment. C'est vraiment pour ça que je le rapproche vraiment, et je comprends qu'ils le disent, hein, parce que ça il le dit clairement, qu'on puisse le rapprocher de quelque chose de Ringo Lam, du cinéma de Ringo Lam au niveau de sa façon d'appréhender Hong Kong. Hein. Son Hong Kong très âpre, très dur, cette fourmilière où les gens sont finalement que des petites fourmis qui se battent dans l'eau, comme dans Mad Fate. Il y a pas le côté idéalisé en fait. Vraiment. Il y a un côté plus terre à terre. Hein. Il y a une bonne honnêteté en fait par rapport à ça, et parfois c'est vrai qu'on a tendance un peu à idéaliser Hong Kong comme un truc, mais parce que nous on y va en tant que Français qui sommes fans de cinéma de Hong Kong. Donc moi quand j'y vais à titre personnel, j'ai l'impression d'être dans un film à chaque fois. Mais donc je suis toujours enjoué d'y aller, etc. Mais pour les gens qui y vivent, bordel, qui doivent moi j'ai vu les gens bosser, j'ai vécu dans les apparts un peu là. Je suis allé vraiment au cœur de la crasse de cette ville, les maisons cercueils, les machins. Et non, faut pas dire que c'est parfait. Franchement, il y a des trucs absolument intolérables. Au niveau du mode de vie des gens, c'est vraiment horrible. Et les gens doivent s'en sortir, doivent travailler, doivent galérer, doivent faire la manche. Il y a des trucs, Enfin voilà, j'ai vraiment traîné avec des gens, des éclopés, des prostituées, des trucs. J'ai vraiment vu le cœur de cette ville. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu Limbo, c'est pour ça que ça a résonné, parce que je me suis dit, mais c'est exactement ça. Alors, c'est évidemment très exagéré dans Limbo, c'est du cinéma, donc on exagère, mais il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là quand même. En fait, moi, je le rapproche d'un film qui a pas il y a des points communs, mais qui a pas grand-chose à voir, mais dans cet aspect jusqu'au boutiste de montrer, finalement, l'horreur urbaine. Moi, je le rapproche beaucoup de Seven, en fait, Limbo. Ouais, carrément. Oui, bien sûr, on l'a souvent comparé à Seven. Une ville étouffante, crasseuse, anonymisante, déshumanisante. Et puis en plus, on a un duo de flics. Alors, avec le vieux sage. Alors, il est pas très sage dans Limbo, mais le vieux expérimenté et le jeune novice. Ça m'a fait pas mal penser aussi à Seven, sans que ce soit du tout les mêmes films. Hein. Mais cette façon jusqu'au boutiste de montrer la décadence urbaine, on va dire. Hein. Comme quand c'est David Fincher qui le fait avec Seven, tout le monde crie au chef-d'œuvre. Là, il le fait d'une manière totalement différente, donc c'est même pas un film qui est inspiré de Seven, hein, mais moi ça m'a fait rapprocher. Et là, il y a des gens qui viennent te dire ah non mais c'est trop, ah mais non, moi je comprends pas, comment. Non mais je peux comprendre moi si tu veux, parce qu'il y a un côté dans le cinéma asiatique qui est pas facile à aborder tout de suite quand t'es pas habitué. Je peux comprendre. Mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là. Il faut inciter les gens à se renseigner un peu, voir quelques films, se mettre un peu dans le bain pour pouvoir apprécier. Après, moi, je trouve effectivement que Limbo, c'est pas forcément le film le plus, c'est assez facile de rentrer dedans. C'est pas non plus le truc le plus
compliqué. Ça reste quand même, il n'y a pas d'excentricité asiatique, enfin comme il peut y avoir dans Mad Fate, qui est peut-être un peu plus compliqué à aborder. Là, Limbo, on est quand même dans un pur polar. Effectivement, hein, moi, l'approche de Seven, elle est assez juste, puisqu'on a vraiment ce vieux flic hard-boiled à qui il est arrivé un trauma, qui essaye de le surmonter, puis ce jeu, et donc qui croit plus trop en l'humanité et tout, mais qui veut quand même essayer de se rattraper de quelque chose qu'il a vécu, voilà. Et en même temps, ce jeune, il y a des archétypes de personnages que tu peux retrouver, etc. Bien sûr. Après, pour moi, Limbo, j'en ai souvent parlé sur ma chaîne et ailleurs. Il y a pas, même les deux films d'après, voilà. Pour moi, Limbo, c'est chef-d'œuvre absolu, tant dans ce que ça raconte que visuellement et tout. Voilà. Donc ça a vraiment été pour moi un truc incroyable. Mais je vais pas en reparler là parce que c'est un film qu'on connaît, que les gens ont vu, que les gens ont apprécié. Mais voilà. Donc Mad Fate, un grand, pour moi, gros film. Hein. Alors, on pourrait ergoter des heures sur ce que disent ceux qui n'ont pas aimé. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce film. Est-ce qu'on passe à City of Darkness? Ouais, carrément, c'est la suite. On rentre dans le lourd. On rentre dans le dur. C'est parti pour City of Darkness. Alors les gars, City of Darkness. Moi, je pense que Jonathan, il devrait commencer, puisque je l'ai vu tirer sa petite larme à la fin du film quand on l'a vu. Je pense qu'il devrait parler. C'est vrai. Moi, City of Darkness, le film avait été annoncé il y a quand même quelques temps, on l'a pas mal attendu. Et moi, je l'idéalisais tellement, ce film, que j'en ai rêvé plusieurs fois, en fait. Je rêvais de scènes entières, même de l'entièreté du film, à travers le prisme du rêve, bien sûr. Et en fait, quand je me suis assis dans la salle, que j'ai vu enfin le film, c'était encore plus beau que dans mes rêves. Donc oui, effectivement, j'ai lâché ma petite larme, parce que ça a été une telle récompense après tant d'attentes et tant d'espoir. Ça a vraiment été une sorte de petit miracle pour moi. Ça m'a donné encore plus que ce que je demandais, et j'en demandais déjà énormément au film. Ça a comblé mes attentes de la plus belle des manières. En plus, on a eu la chance de le découvrir sur grand écran en avant-première à Montreuil. Et ouais, quelle claque extraordinaire, quoi. Et le film est incroyablement riche, il est incroyablement intense en action, il y a des acteurs mythiques. À la chorégraphie, c'est Kenji Tanigaki, il a fait un travail incroyable visuellement, c'est fou. Enfin, je veux pas trop user de superlatifs comme je fais d'habitude, mais là c'est vraiment c'est le film, pour moi c'est le film de l'année, tout simplement, quoi. C'est extraordinaire. Ouais, moi j'ai adoré, hein, bien entendu. Alors comment dire, c'est un film qui a la particularité, c'est là qu'on voit que c'est devenu un grand monsieur, c'est que c'est un gros blockbuster. C'est un film qui la production de ce film-là, elle traîne depuis 2016. 2016, ouais. Depuis 2016 que c'est passé, ça devait être un tel qu'il réel, c'est plus lui, ça s'arrête, ça revient et tout. C'est tiré d'une série de manhwas. Les manhwas, c'est les bandes dessinées, les mangas en fait, si vous voulez, chinois ou coréens, qu'on appelle les manhwas, qui s'appelle donc City of Darkness. C'est une institution, hein, ça a commencé en 2010, il me semble. T'avais le City of Darkness, le premier arc qui faisait à peu près 32 numéros, et un deuxième arc qui en fait à peu près 100. Donc c'est une institution, c'est un truc qui a eu un très gros succès. Je sais plus comment on dit, le manhwaja, je crois, c'est comme un mangaka, quoi, celui qui fait des manhwas. C'est une BD de Andy Seto, qui avait déjà adapté Shaolin Soccer et Tigre et Dragon en bande dessinée. Donc c'est un gars qui était déjà proche de l'industrie cinématographique chinoise ou hongkongaise, et c'est un film en fait où il met plein de trucs de lui aussi, Soi Chang, dedans.
Soi Chang il met beaucoup de lui-même. Ce qu'on voit, c'est qu'au sein même d'un grand blockbuster, il met aussi beaucoup de lui, de son histoire, de ses thèmes de prédilection. Il a dit d'ailleurs que ce qui l'intéressait dans le film, lui, c'était pas de parler du pouvoir des gangs, tout ça, qu'en fait c'est quelque chose qui appartient à l'histoire de ce manoir, mais de lui, ce dont il voulait parler, c'était de Hong Kong, bien entendu, d'une époque révolue de Hong Kong, mais marquante, c'est-à-dire l'existence de cette ville fortifiée de Kowloon City, et surtout il voulait parler de l'exil, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un étranger à Hong Kong et comment s'y faire accepter, comment aimer cette ville, comment devenir un Hongkongais. Finalement, c'est un peu le but du film. Et puis ça parle aussi de comment il voyait la ville. Il a souvent dit que Kowloon City, donc c'est cette ville fortifiée, cette espèce de grande cité fermée sur elle-même qui existait puis qui a été démolie en 93 et qui, alors tout le monde a pu le voir, des extraits de Kowloon City au moins dans Bloodsport. Quand Jean-Claude Van Damme il va au Kumité, il passe par des espèces de ruelles très sombres et tout. Ça a été tourné à Kowloon. Et lui, il en avait une peur bleue. Il osait pas rentrer là-dedans. Il raconte souvent une anecdote d'ailleurs où sa petite sœur, elle avait un problème dentaire. Et puis alors dans Kowloon City, les dentistes coûtaient moins cher et ses parents avaient plus de sous. Donc ils sont partis la faire soigner là-bas, avec Soi Chang et sa sœur, et les deux petits se sont mis à chialer, ils ont pas voulu rentrer et tout, et finalement les parents ils ont dû aller les soigner ailleurs parce que les petits avaient une peur bleue de rentrer là-dedans. Donc c'est quelque chose il a mis beaucoup de lui, beaucoup de ses souvenirs, beaucoup de ses émotions dans ce film, et ce qui en fait finalement un blockbuster. Une méga production, comme vous avez dit, c'est produit par Wilson Lee, Peter Lam, t'as Sam Wong dedans, t'as Louis Ko, c'est Nani, la musique c'est Kenji Kawai, c'est le casting de rêve, et pourtant il arrive là-dedans à émettre tellement de lui que c'est quand même très notable. Et aussi par rapport au fait qu'on voit aussi Kowloon City, parce que en fait Kowloon c'était la cité fortifiée de Kowloon a été détruite en 1993, et pour les fans de Jackie Chan, la destruction de la ville a été utilisée pour le final de son film Crime Story. Exact. De Kurt Kong, qui est d'ailleurs un final qui a été réalisé par Jackie Chan quasiment intégralement, beaucoup des films qu'il a fait, donc Drunken Master, Nicky Larson ou Twilight Dragon à l'époque, il faisait systématiquement la fin. Et donc on peut retrouver donc parce que l'explosion est vraiment très impressionnante, et en fait c'est pas une maquette, c'est tout simplement la vraie ville, la vraie cité qui part en fumée, qui se fait exploser dans tous les sens. Donc c'est une scène très impressionnante, mais c'est la fin sur pellicule de la cité de Kowloon Wallet City. Ouais, c'est une belle archive, c'est incroyable qu'ils aient capturé ça pour un film. Alors j'en profite que tu parles de Jackie Chan pour mentionner quand même quelqu'un qui pour moi est le second réalisateur de ce film, parce que c'est pas un film qui a été fait tout seul, c'est un film qui a été fait avec Kenji Tanigaki. Et Kenji Tanigaki, c'est un japonais. Alors on en a parlé beaucoup de Kenji Tanigaki, c'est dans notre épisode pour Donnie Yen, parce que c'est finalement son bras droit. C'est l'homme derrière Donnie Yen, c'est l'homme derrière les chorégraphies de Donnie Yen. Et Kenji Tanigaki, c'est un japonais qui est entré dans le cinéma hongkongais par son amour de Jackie Chan. C'est quelqu'un qui est parti voir au cinéma quand il était petit Snake in the Eagle Shadow, Project A et tout ça, et qui est devenu complètement fou de cinéma hongkongais, qui a commencé à faire du Shorigi Kenpo, c'est-à-dire la version, il s'est entraîné aux arts martiaux, donc le Shorigi Kenpo, c'est la version japonaise du Kung Fu Shaolin en fait, d'accord, et qui après a intégré l'équipe de Yasuaki Kurata, qui est quand même le japonais le plus hongkongais qu'on puisse faire. Et donc Yasuaki Kurata, c'est un très grand acteur japonais qui a fait une très très grosse carrière à Hong Kong. On pourrait même dire que c'est un acteur hongkongais en fait. Et lui en 93, Kenji Tanigaki, il part à Hong Kong tenter sa chance, et il veut absolument, et son but c'est de devenir un cascadeur au départ, un figurant, et puis après il va. Alors le premier qui va lui tendre la main finalement c'est Wei Tong, qui va. Alors à l'époque, Wei Tong il était vice-président de la Hong Kong Stuntmen Association, c'est-à-dire l'association, le syndicat des cascadeurs hongkongais, et qu'il fait rentrer là-dedans. Et puis là, il met un pied là-dedans. Il participe à quelques séries. Il va commencer à faire de la figuration. Par exemple, il apparaît dans Fist of Legend,
Ouais, tout à fait. Il apparaît, il se fait mettre une branlée par Jet Li. Par Jet Li. Le premier qui dit on enlève ses chaussures quand on rentre sur le dojo, c'est lui. Voilà, c'est ça, exact. Les gens. Et puis donc après, il va participer à pas mal de choses. Et il va bien entendu rencontrer Donnie Yen sur la série sur Shenzhen, Fist of Fury. Et à partir de là, donc, il va être quelqu'un, un très grand chorégraphe qui va révolutionner la façon de faire de l'action à Hong Kong avec Donnie Yen. Il est à peu près présent sur tous ses films. Il est toujours derrière lui. Et oui, il a failli. Vous saviez qu'il avait failli faire Matrix. Au départ, il devait être coordinateur des cascades de Matrix. Ah, je savais pas. D'accord, je savais pas non plus. Et en fait, Keanu Reeves, alors il y avait un directeur de l'action, je sais plus c'était qui, et il avait engagé Kenji Tanigaki pour être coordinateur des cascades. Et Keanu Reeves, il s'est blessé par un entraînement, il s'est blessé assez sérieusement, donc la convalescence a duré longtemps. Et entre-temps, les choses ont changé. Le directeur de l'action, il est parti, et donc il a été remplacé par Ewan Wu-Ping, qui lui a ramené ses équipes à lui. Mais sinon, Kenji Tanigaki aurait dû bosser sur Matrix. Ok. Et donc quand même, voilà, c'est donc très 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 grand monsieur, très très grand monsieur du cinéma d'arts martiaux, très grand monsieur de la chorégraphie, qui a réalisé aussi quelques films. Alors il a fait aussi des trucs au Japon. Les Kenshin, c'est lui. Je pense que par exemple, ce qu'il y a très bien dans Sakra, le dernier Donnie Yen, c'est du Kenji Tanigaki. C'est Donnie Yen. Je pense pas que c'est vraiment sans sa patte. Si on regarde les Kenshin et Sakra, on voit quand même que c'est Kenji Tanigaki qui a bien bossé sur l'action. Voilà, très 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 grand bonhomme. Et là, on retrouve finalement dans les scènes d'action, on retrouve vraiment du Kenji Tanigaki. C'est pour ça que pour moi, City of Darkness, c'est vraiment un film fait à deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a un travail sur les scènes d'action qui est magnifique. Notamment il y a pas mal de fights dans un espace très très réduit, vu que ça se passe à l'intérieur de la citadelle, il y a très très peu d'espace et il arrive à jouer avec l'environnement, c'est d'une manière vraiment magnifique. Ouais, alors la reconstitution historique de la cité de Kowloon, c'est complètement dingue, on s'y croirait. Ouais, c'est incroyable. Jusqu'aux produits des années 80, dans les boutiques, c'est un sens du détail. La reconstitution historique, elle est folle. Et bien entendu, alors les fights ils sont monumentaux. Alors que certains pourraient trouver exagérés. Je vous rappelle, c'est tiré d'un manhwa, d'une bande dessinée, donc ça a aussi cet aspect un peu comic book. Et puis, je pense que dans une ère où on a des films coréens, des films indiens qui font de la grosse action bien spectaculaire et tout, Sori Chang et Kenji Tanigaki avaient à cœur de montrer quand même que finalement les boss en la matière, ça restait les Hongkongais. Je pense qu'il y a aussi un peu de ça, un peu de ça derrière cette profusion de scènes chorégraphiques, de scènes d'action complètement folles. Le film est quand même, c'est un régal. C'est vraiment un très 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 gros film. C'est vrai qu'au niveau de la, excuse-moi, Joe, au niveau de la chorégraphie, d'ailleurs, si j'ai abordé, parce que c'est vrai que c'est un petit peu c'était le produit d'appel un peu. Moi, j'avais envie de revoir un film hongkongais à l'ancienne, magnifiquement chorégraphié, où le kung-fu reprend vraiment ses lettres de noblesse au sein d'un environnement contemporain, ce qui est quelque chose qui me manquait aussi, qui était vraiment la mode des années 80-90, quand on grandit avec le cinéma de Hong Kong, on adore ce type de film, où finalement le kung-fu est remis en mode contemporain, et ça, c'est quelque chose qui manquait et que j'ai beaucoup apprécié. Le film fait évidemment beaucoup penser à Dragon Tiger Gate, qui était lui aussi adapté d'un manhwa. Lui aussi, alors le film était réalisé par Wilson Yip. Là, il est produit par Wilson Yip, City of Darkness. On retrouve la musique de Kenji Kawai aussi dans l'ambiance sonore qui renforce ce côté-là. Les combats sont hallucinants et en plus de ça, très généreux. C'est-à-dire qu'ils parsèment vraiment la quasi-totalité du métrage. On a une espèce de petite redescente au niveau de l'acte 2, mais parce que l'acte 2 nous raconte vraiment le cœur dramatique du récit, ce qui fait que ça ralentit à ce niveau-là. On commence vraiment les 30 premières minutes, je crois, il y a quasiment que de l'action, que de la poursuite, de la baston, avec en plus toutes ces figures archétypales. On retrouve Samo au début du film. Samo en très bonne forme.
qui est plutôt, on est vraiment très heureux qu'il soit là. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me manque un petit peu. J'aurais aimé un petit peu plus de vraies stars de kung-fu, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, au niveau chorégraphie et au niveau de l'ambiance, moi, c'est un truc que j'avais pas vraiment revu depuis l'époque, effectivement, SPL, Dragon Tiger Gate, Flashpoint, qui avait été ramené comme ça par Donnie Yen. Et le fait que ça soit aujourd'hui un de ses poulains, un de ses disciples qui perpétue un petit peu cette tradition, il y a un côté un peu logique aussi. C'est encore une fois les gens des années 2000 ont un petit peu reboosté le cinéma de Hong Kong des années 2000 qui le perpétuent à travers ce film-là, avec en plus ce mélange pure chorégraphie, d'action et de combat qui learn à la fois du côté du Kung Fu Pian et du Wuxia Pian, parce qu'il y a aussi un côté Wuxia aussi dans la manière d'aborder certaines choses au niveau des armes blanches et au niveau du côté un peu surnaturel des héros, parce qu'il y a un côté quand même comic book qui pour moi pas encore assez assumé. J'aurais même préféré j'espère que dans les suites ça sera encore plus assumé, ce côté un peu crazy kung fu, un peu où il y a des envolées un peu plus. Moi j'aurais même préféré qu'il y ait ça. Là on est quand même dans quelque chose de assez Donnie Yen. On est vraiment on est par moments dans du close combat, dans des prises au sol. On a l'identité Donnie Yen qui est indéniable, et que moi on réactive un peu ce qui avait été amorcé par Donnie Yen dans les années 2000, et ça fait plaisir que ça revienne enfin à Hong Kong, parce que c'était vraiment parti du côté des Ip Man, de la Chine, plutôt dans des décors en film en costume, Chine continentale. Là on revient un peu à Hong Kong et on filme ce type de combat, ce qui est vraiment vraiment chouette. Et donc au niveau des combats, moi j'ai adoré. Après, le petit bémol que j'ai par rapport à mon amour infini pour le cinéma d'arts martiaux et le cinéma de kung fu, j'aurais adoré que le héros du film soit à la base, Max Zhang devait jouer dans le film, c'était prévu dans le casting. Malheureusement il a refusé. C'est infiniment dommage. Et j'aurais aimé presque que ce soit lui le héros du film. J'aurais aimé finalement, un peu comme à l'époque des Flashpoint, des SPL et compagnie, des Dragon Tiger Gate, il y avait Donnie Yen qui était la nouvelle incarnation, la nouvelle figure du cinéma d'action et de baston à Hong Kong. Après, il y a eu un peu Wu Jing, et puis après, il est vite parti du côté de la Chine continentale. J'aurais aimé qu'il y ait, je sais pas, un Max Zhang comme prévu, un Tse Miu ou autre, ou un Donisto, ou que sais-je, qui porte ce personnage. L'acteur principal est très bien, et je pense qu'en fait, il est très bien dans ce qu'a voulu raconter Soi Cheng. Mais moi, à titre personnel, en tant que gros bouffeur bourrin du cinéma d'arts martiaux, j'aurais aimé qu'il y ait une grande figure martiale qui se réimpose à l'intérieur du cinéma de Hong Kong pour cette espèce de renouveau. Et c'est un petit peu ce qui m'a manqué. Moi, c'est un peu ce truc que j'aurais voulu, un peu, voilà. Parce que le reste est nickel, hein. Mais au niveau là, dans le cadre du cinéma d'arts martiaux, j'aurais aimé qu'il y ait une grande figure imposée. C'est ça, mon petit, un truc un peu dommage. Ouais. Alors après, on rappelle que City of Darkness est prévu pour être une trilogie, parce que tu parlais de Tse Miu, et qu'il y a des bruits de couloir qui courent, que pour le deuxième, il serait présent, Tse Miu. D'ailleurs, il serait présent, et il n'y aura pas que lui. On parle aussi de Yuan Biao. Et moi, mon rêve, personnellement, alors moi, c'est peut-être pas une question de renouveau, ça ferait peut-être plutôt l'histoire de l'image d'un cinéma qui tire sa révérence, mais si dans le premier on a Sammo, si dans le deuxième on a Yuan Biao, et si dans le troisième on a Jackie, là ça y est, c'est bon, là je suis refait à vie. Ah, mais c'est clair. Ce serait absolument magnifique et lourd de sens que Jackie Chan revienne. Ça serait aussi, parce que bon, là, on l'a pas dit, mais Sammo interprète plutôt un personnage de méchant dans le premier. Ouais. Ça serait génial qu'il fasse 3 méchants. Il y a notamment ce personnage qui s'appelle Lei Zeidong, là, qui est une espèce de le grand méchant dont on voit pas le visage pendant le film, qui est un personnage très énigmatique, qui est en fait qui a l'air d'être le grand méchant derrière tout ça, qu'on voit pas pratiquement du récit. Ça serait évidemment énorme que ce soit un Jackie Chan ou un Yuan Biao qui l'interprète. Enfin, là, ça prête à rêver pour les fans qu'on est. Et en plus, moi, je te parle d'incarnation actuelle, d'une espèce de nouvelle figure, mais justement, cette dialectique entre l'ancienne génération et la nouvelle, le fait qu'il y ait les anciens qui se retrouvent avec les nouvelles figures et tout, ça serait parfait, en fait. Ça serait exceptionnel. Donc, effectivement, la rumeur Yuan Biao, apparemment, ça a l'air de se confirmer. Tse Miu, je sais pas encore. Moi, j'avais lu ça à droite à gauche, puis sur des espèces de posts un peu, parce que je suis Kiaji Tanigaki sur les réseaux et tout. Mais bon, comme il y avait Max Zhang qui devait être dans le premier, je me dis méfiat. On sait pas encore. Hein, je préfère me méfier. Mais effectivement, oui, qu'il y ait un Jackie Chan qui revienne, ça serait extraordinaire pour moi, effectivement. Et ça reste aussi donc. City of Darkness, donc un très bon film d'action avec des scènes d'action comme vous en verrez rarement aujourd'hui, et
et c'est encore une fois une lettre d'amour, mais façon toujours avec la Soi Chang, une espèce d'admiration, répulsion pour une ville qui finalement aujourd'hui il filme comme personne, quoi. C'est vraiment enfin visuellement c'est vraiment très très beau, hein. C'est toujours les mêmes équipes, hein, au visuel que sur Limbo et Mad Fate, et encore une fois ils se renouvellent, encore une fois Soi Chang il parle de lui à travers ses films en faisant des trucs complètement différents. Bon, voilà, franchement c'est une vraie réussite, City of Darkness, et c'est bien que ce soit une réussite parce que c'est aussi une réussite commerciale, hein. Il va avoisiner presque les 100 millions de bénéfices là, et ça fait du bien au cinéma hongkongais qui est en très mauvaise posture, qui a de plus en plus de mal à capter les capitaux continentaux. Il y a plein de films qui se font annuler en ce moment, et des gros films en plus. Donc c'est un cinéma qui va pas bien du tout, dont on sait pas trop, dont le devenir est encore plus imprévisible que ce qu'il était il y a encore quelques années, et ça fait du bien que ce film-là fonctionne. Donc ça serait bien aussi qu'il fonctionne en France, donc allez le voir, hein. Ouais. Et puis, excuse-moi de le parler. On va faire une propagande très appuyée pour que tout le monde puisse découvrir ce film au cinéma et le soutenir, parce que c'est vraiment un miracle inespéré ce film. Et puis en plus, je pense que ça peut plaire à des gens qui aiment le cinéma d'arts martiaux et qui ont envie que ça revienne sur grand écran. En plus à Hong Kong, non, franchement, il faut absolument pas louper ça. Moi, à titre personnel, je vais vraiment le voir et le revoir plusieurs fois. C'est sûr. Et je tiens quand même à le dire, ça peut aussi plaire à des gens qui sont pas forcément attirés par les arts martiaux, parce que dans City of Darkness, il y a plein d'autres choses. Il y a plein de thèmes. C'est une belle histoire d'un immigrant qui arrive, qui galère, qui se fait accepter. C'est une histoire d'amitié, c'est des histoires d'opposition. Il y a des luttes de pouvoir. C'est très bien écrit, donc c'est très clair. Enfin, je veux dire, c'est un film avec plein de thèmes. On s'attache aux personnages. C'est pas juste des super bagarres H24. C'est un vrai bon film. Oui, c'est aussi un très bon film. C'est aussi un film qui est magnifiquement réalisé. Superbement réalisé, vraiment. Encore une fois, Soi Chang nous prouve que c'est le dernier colosse, enfin un des derniers, et que c'est absolument sublime au niveau de la mise en scène. Sa mise en scène s'adapte au récit, mais est toujours présente et absolument sublime. Le détail des décors, une fois qu'on rentre dans la cité, fortifiée, c'est absolument génial en termes de détails, en termes de lumière, en termes de couleurs, en termes de visuel, c'est extraordinaire. On est vraiment dans le truc. Ça fait peut-être un peu plus artificiel quand on est en dehors de la cité, au niveau du Hong Kong des années 80, mais je pense que c'est aussi des films qui souffrent par moments de certains budgets. Mais par contre, quand on est dans la cité, ce qui est 90% du film, on est vraiment on est à l'intérieur avec les personnages, c'est absolument génial. Le moindre détail est respecté, c'est extraordinaire. Il y avait eu un petit peu un film comme ça où la cité avait été refaite de belle manière, j'avais trouvé dans le Chasing the Dragon de Wong Jing avec Donnie Yen qui était très sympa. Là, c'est un niveau encore bien supérieur parce que c'est Soi Chang et voilà. J'avais trouvé le film sympa, mais on était déjà dans l'ambiance, mais là, on est vraiment dans l'ambiance. Et puis pour revenir un petit peu par rapport au contexte un peu compliqué des films hongkongais de là en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui sont annulés du fait que en fait le public de Chine continentale commence à se lasser des spectacles de films en fait hongkongais faits pour le marché continental, ces espèces de gros blockbusters d'action qui pourtant marchaient encore il y a quelques années, moi quand j'étais en Chine, y compris chez les jeunes chinois, mais je pense qu'il y a un effet de lassement aujourd'hui parce que en fait on revoit un peu toujours les mêmes acteurs et les mêmes choses. Et là, peut-être que effectivement, si le cinéma de Hong Kong arrive à se renouveler, il y a toute une génération d'acteurs dans le film qui sont en fait les 4 héros principaux. Il y a les anciens, effectivement, il y a Sammo, il y a Louis Ko, il y a les Iron Kwok, des acteurs qu'on connaît, Richie Ren et compagnie. Mais il y a aussi une nouvelle génération d'acteurs. Peut-être qu'il faut aussi, parce que le film a pas explosé en Chine, mais il a fait le strict minimum d'un film qui marche plutôt bien. Voilà, disons que c'est peut-être le film qui s'est le moins planté de tous ceux qui se plantent en ce moment. Le film a plutôt marché, mais il n'a pas explosé.
ça a été, on va dire, le meilleur des moins pires de ce qui se fait en ce moment pour le marché continental. Mais je pense qu'aussi les gens ont apprécié ce côté frais parce que il y a des nouveaux acteurs. Raymond Lame qui est impeccable, l'acteur principal. Très bien. Moi, effectivement, je regrette à titre perso qu'il ne soit pas une star de Kung Fu Nana, mais on s'en fout de mon avis. C'est juste que il incarne vraiment bien le personnage du mec perdu. Il a plutôt du charisme. Il incarne bien le côté héroïque de la chose. Il est très 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 bien. Et puis moi, c'est un tout petit truc perso, mais il y a un nouveau comédien aussi qu'ils ont introduit dans le film, un acteur qui s'appelle Jarman Chung, dont je voulais un peu en parler parce que c'est un peu la caution martiale de nouvelle génération. C'est un bon acteur, mais c'est aussi quelqu'un qui vient du monde des arts martiaux et de la cascade, qui a ouvert son nouvelle école de cascadeurs à Hong Kong qui s'appelle SWAC et qui vient de l'école de Mont Sifu, Sharon Yong Pan Pan, qui était une des grands, voilà, c'était une des grandes figures de cette école, anciennement le ITOT cinématographique action. Et il est dans le film, il a de plus en plus de rôles, de bons rôles, dans les films produits par Louis Co notamment, et même par d'autres. Vous l'avez vu dans Detective vs Slot, vous l'avez vu dans le dernier Dante Lam, la Bursting Point, il a un rôle très important. C'est une nouvelle figure à la fois du monde de la cascade, du monde des arts martiaux qui commence à arriver, alors qui est, vous le verrez dans le film, c'est celui qui a un slip sur la tête, qui a le masque sur la tête, mais qui est un personnage très cool, avec une espèce de clin d'œil au manga japonais, ce type de truc qui est très chouette. Et c'est une brute en kung-fu, c'est un super acteur, et il commence à peser vraiment dans le game du cinéma de Hong Kong, et ça rafraîchit un petit peu, ça apporte côté un peu nouvelle génération qui arrive. Ils étaient à Cannes, là, les nouveaux acteurs tous les quatre, accompagnés de Louis Co et de Tsui Cheng. Donc voilà, je pense que l'espérance, elle est vraiment du côté des nouvelles générations qu'il faut mettre en avant, parce que sinon, j'ai peur que le public de Chine continentale commence à se lasser. Mais ce qui est logique, hein, c'est un peu comme chez nous, avec le cinéma français, on voit toujours les mêmes acteurs, les mêmes tronches, les mêmes trucs. On aimerait bien que ça se renouvelle un petit peu, et ça vient beaucoup des acteurs. Et je pense que s'il y a un rafraîchissement au niveau des acteurs, c'est là que sera la clé, je pense, pour faire des films qui marcheront mieux en Chine continentale et qui s'exporteront mieux. Parce que si c'est plus le cas, effectivement, le cinéma de Hong Kong, il faut bien comprendre qu'il il est un peu en phase terminale. Je parle vraiment de l'âge d'or et je parle vraiment des gros films, parce qu'il existe encore au niveau des drames et au niveau des petits films sociaux, ça partira jamais. Mais en termes de gros films, on a beau dire que la Chine étouffe, la Chine aussi, paradoxalement, le marché chinois depuis 2000, finalement, c'est aussi une porte d'entrée financière pour beaucoup de films hongkongais qui peuvent survivre grâce à ce marché-là, parce que c'est un marché énorme. C'est un public énorme, un jeune public en plus qui découvre le cinéma de Hong Kong. Donc ça a marché pendant 20 ans. Là, peut-être qu'on arrive un peu à la limite du truc. Mais s'ils arrivent à se renouveler au niveau des faiseurs et au niveau des acteurs, je pense que ça peut repartir. Ouais. Voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu où j'ai un peu tout mélangé, mais voilà. Non, mais t'as entièrement raison. C'était super intéressant. Ouais, donc City of Darkness, hein, c'est donc un gros film qu'il faut bien sûr mettre au crédit de Tsui Cheng, mais je rappelle aussi que Keiji Tanigaki, c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble, parce que ils avaient bossé ensemble sur The Monkey King, parce qu'il y avait Donnie Yen. Mais là, franchement, la symbiose est parfaite. La maîtrise cinématographique de Tsui Cheng et la maîtrise chorégraphique de Tanigaki ensemble, ça fait vraiment des étincelles. Et le film, vraiment, on vous conseille ardemment d'aller le voir. Je pense pas que vous serez déçus. Franchement, c'est un très très gros morceau. Alors, John nous a dit que c'était le film de l'année. Peut-être bien. On verra comment se passe l'année. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera sur le podium des très 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 grosses réussites de l'année. En tout cas, au niveau artistique, au niveau commercial, on verra bien ce qui se passe. Ouais. On souhaite un très grand succès à ce film en salle qui le mérite amplement. Et moi, perso, j'ai très hâte de voir la suite. Hein. Ils annoncent une préquelle et une séquelle. Effectivement, ça sera une trilogie, comme tu l'as dit, Paul. Donc, j'ai pas de doute que ça soit au même niveau que ce petit bijou qu'est City of Darkness, premier du nom. C'était pas une saga qui était prévue, c'est vraiment le succès du film qui fait en sorte que les sagas s'activent, comme c'est souvent le cas. Mais c'est vrai que c'est assez cool parce que la dernière grande saga finalement du cinéma de Hong Kong, c'était plutôt les Infernal Affairs, je dirais, et les Ip Man dans les années 2010, on va dire. Ouais. Mais là, du coup, c'est une bonne dialectique parce que là, c'est le retour du polar et en même temps du film d'arts martiaux, mais dans un seul film, dans une seule saga. Donc, c'est vraiment chouette. Et ça manquait. Et si ça peut être la grosse saga des années 2020, c'est assez mortel. Avec en plus le côté préquel, effectivement, un peu à la Infernal Affaires aussi. Ouais. Où, la préquelle qui va raconter donc l'histoire de la jeunesse des personnages de Louis Co, donc Tornade, hein, je crois. Tornade.
Et puis je crois que la version française, c'est Cyclone, je crois. Ouais. Alors c'est possible parce que on l'a vu dans plein de. On vous verrez au niveau quand vous le verrez au Cinoche, mais qui va raconter du coup la bataille entre les clans dans la cité fortifiée entre donc ce fameux Lei Zeidong là et Tornade avec des personnages que on va retrouver derrière le Quoc et tout, etc. Donc ça va plutôt être, j'ai l'impression, un film de triade parsemé de kung-fu. Et puis après la suite, donc le final chapitre final, qui va, je pense, être du coup on va voir comment ils vont gérer cette cité jusqu'à son déclin. Ça serait cool que ça soit même qui fasse un clin d'œil à Crime Story, à Jackie Chan à la fin, en détruisant la cité. Il y aura un rapport. Moi, j'attends un petit peu des trucs comme ça, mais ça, c'est vraiment le passionné de cinéma de Hong Kong au niveau des détails qui parle et tout, mais oui, on va voir. Donc là, ça serait plutôt donc le chapitre final, les héros du premier, donc on va retrouver en mode un peu gestion de la cité. Ils vont reprendre un peu les rênes de la cité, donc ça va être intéressant. J'attends pas mal de trucs sur cette saga. S'il pouvait y avoir encore plus de mecs qui viennent vraiment du monde des arts martiaux et encore plus même d'exagération cartoonesque, moi ça me va très bien, parce que on n'a pas parlé d'un personnage qui est très important que j'ai adoré dans le premier, qui est le personnage du méchant, qui est vraiment qui est un acteur que j'aime pas particulièrement d'habitude, mais là je le trouve absolument magnifique. Il a une espèce de folie. Il est extraordinaire, quoi. Philippe. Le rôle de sa vie, là. C'est le rôle de sa vie, mais vraiment, je pèse mes mots. Il passe son temps à ricaner. C'est un personnage de fou furieux. Alors, et les grands films, c'est aussi des grands méchants, et c'est un grand méchant, quoi. C'est un truc de ouf. Il a limite une aura surnaturelle parce qu'il est vraiment quasiment indestructible. Un point impressionnant, parce que son personnage utilise la technique de l'homme de fer, mais là, c'est vraiment poussé à un niveau quasi surnaturel, quoi. C'est le Qigong, en fait, pour les termes plus martiaux, on va dire, c'est la technique du Qigong qui là est vraiment portée à quelque chose de très surnaturel. Et ça, c'est quelque chose le surnaturel est aussi complètement assumé. Enfin, c'est pas du surnaturel, parce qu'en fait, nous on le voit comme du surnaturel, mais en fait, en Chine et dans la culture chinoise, le Qigong, c'est quelque chose en fait d'assez réaliste, ce qui peut nous paraître un peu bizarre, mais c'est une vraie pratique martiale. C'est pas des personnages qui s'envolent dans tous les sens, vous aurez pas ça non plus. Mais c'est quelque chose là qui est vraiment exagéré dans le film, mais qui est complètement réaliste dans le point de vue d'un personnage chinois. Donc voilà, et effectivement le personnage est indestructible et tout, mais surtout la caractérisation. Enfin, je vais y arriver. Le caractère du personnage, qui est très intéressant, parce que c'est une espèce de vraiment d'ordure qui veut prendre un peu la place des anciens. Et moi, j'aime beaucoup cette scène où donc Sammo, c'est un petit peu la grande figure du clan, et il est pas là, et à un moment donné, Philippe le personnage donc qu'il interprète, vient s'asseoir sur le trône, et en mode un peu, voilà, quand Sammo est pas là, c'est moi le boss. Et quand on connaît un petit peu l'acteur, dans les coulisses, comme moi j'ai pu entendre certains bruits, je trouve cette scène assez parlante, parce que il veut un petit peu prendre la place des anciens avec une manière un peu à la Bruce Lee, un peu arrogante, on va dire. Et le fait que Sammo le remette en place dans la scène, et il dit non, mais c'est pas le trône, il n'est pas pour toi, c'est à moi. J'ai trouvé ça assez parlant. Mais voilà, faut connaître un peu les coulisses de ce qui se passe en coulisses et tout, mais j'ai trouvé ça assez cool, et voilà, ce personnage est une ordure impeccable, et on s'implique d'autant plus à la fin dans la charge finale, quoi, parce que c'est vraiment une belle ordure, et il est vraiment super drôle aussi, ce perso, et c'est vraiment le grand méchant, quoi. On le voit pas venir, mais c'est vraiment le grand méchant du film, et ça rajoute une dimension supplémentaire au film aussi. Bon, les gars, je pense qu'on a bien fait le tour là, du sujet. Ouais, donc on vous rappelle Mad Fate, bon, si vous l'avez raté au ciné en juillet, parce qu'il a une toute petite distribution, il sortira tôt ou tard, je sais même pas si c'est pas déjà annoncé. Je crois que c'est annoncé par Carlotta, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Il va sortir en BR, donc procurez-vous-le. Franchement, je pense pas que vous seriez déçus. C'est pas, en tout cas, malgré les quelques critiques qu'il a pu recevoir ici et là, ça reste un très très bon film, pour moi, un très 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 bon film même. Et puis allez voir City of Darkness au cinéma, parce que là vous en aurez
pour votre argent, ça c'est sûr et certain. Et voilà. Donc on vous conseille ardemment de regarder ces 2 films, et puis on vous conseille ardemment d'ailleurs de regarder tous les films de Soi Chang que vous pourrez regarder. C'est clair. Très gros réalisateur à découvrir ou à redécouvrir. Encore une fois, moi je veux dire merci à vous, merci aux auditeurs. Courez voir City of Darkness, parce que c'est très rare que ce type de film sorte, et le film a été plébiscité un peu partout. On y allait en salle, on l'a découvert avec Joe dans une salle pleine, les gens étaient galvanisés, euphoriques, donc ça va le faire, les gens vont kiffer, et j'ai absolument pas de doute là-dessus. Spectacle 100% réussi, superbe réalisation, une réflexion aussi sur la position de Hong Kong de maintenant, etc., la nostalgie, le côté un peu film testamentaire aussi que vous allez retrouver si vous aimez le cinéma de Hong Kong. Il y en a vraiment pour toutes les bourses, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc foncez le voir, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et je vous remercie. On vous salue, on vous dit à très vite peut-être, on n'est pas les rois de la régularité, mais en tout cas, vous nous reverrez bientôt. Voilà. Donc on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Ciao. À bientôt. Allez, bonsaï, ciao.